Bienvenue au Monde de la course, épisode 6. Cette semaine, on reçoit notre premier entraîneur, John Lofranco. Bienvenue au Monde de la course et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci François. Et mais dans le fond, je vais commencer avec la question habituelle. Dans le fond, j'aimerais savoir comment, dans le fond, tu viens quand même, t'as quand même fait de la course toi-même. C'est ça qui t'a amené au coaching en premier. Donc, pourrais-tu un peu nous résumer un peu ton parcours sportif? Sure. J'ai mon école primaire en Ontario, à Toronto, était c'est une école francophone. Alors c'était pas une très grande école. Il y avait dans mon classe il y avait 2 classes de 30 élèves. Alors genre 7e, 8e année, c'était comme un peu, il y avait de ces 60 élèves, il y avait 30 gars, 30 filles, puis il y avait une quinzaine de gars qui étaient comme un peu sportifs. Alors j'étais un peu sur toutes les équipes. J'étais sur l'équipe de soccer, l'équipe de basket. J'étais pas vraiment bon en ça. J'étais pas mal bon en volleyball. Mais j'étais en 7e année le meilleur coureur dans mon école, et alors j'ai fait des courses, puis ça a bien allé, alors je l'ai aimé. 8e année, il y avait un jeune gars de 7e année qui était plus vite que moi. Alors ça a pas resté longtemps, mais quand même on avait une bonne programme de course. L'entraîneur était quelqu'un qui était l'entraîneur de club, qui juste comme par hasard était la personne qui était un peu la monitrice à l'heure de lunch, genre. Alors elle nous a apporté au parc on faisait juste des tours du parc pour courir, puis on mangeait notre lunch après, puis ça peut commencer comme ça. Puis aussi un peu comme par hasard, mon école secondaire, c'est une école secondaire à Toronto qui a une très grande tradition de la course, St. Michael's College. Et je suis allé là plus parce que mon père il est allé là, puis aussi tous les frères de ma mère, parce que c'est une école de gars, sont allés là. Alors j'étais là et je faisais partie de l'équipe, et c'était vraiment une équipe avec une très forte culture de la course. Alors c'était clair dès le début que ça c'était mon sport, ça c'était ce que je faisais dans ma vie. Puis rendu à l'université, un peu la même chose, je voulais continuer de faire le sport. Alors à l'université de Waterloo, j'ai participé avec l'équipe là, et ma maîtrise aussi à Nouveau-Brunswick. Alors j'étais comme depuis l'âge de 12 ans, toujours un coureur. C'est venu un peu du fait, comme tu disais, que les autres sports moyens, volleyball un peu, puis la course, tu sentais que t'étais bon, puis c'est comme si sentir que t'es bon à quelque chose, ça te permet d'avoir un plaisir à cette chose, même si en soi la course, une course, tu souffres dedans, oui, mais c'était le fait de voir, de dire c'est ça que je fais. C'est un peu ça qui te... Oui, je dirais ça. Et aussi, c'est vraiment lié au fait que j'avais des bons entraîneurs. Ouais. Je pense que j'avais des bons entraîneurs pour l'étape où j'étais. Comme par exemple, comme je disais, nos entraînements en 7e, 8e année, c'était pas compliqué. On courait. On faisait pas d'intervalle, on faisait pas de drill ou de choses comme ça. Ouais. On courait pour le plaisir dans le parc. Et puis, on faisait des compétitions, des courses, et c'était juste ça. Mais l'entraîneur Joy Moon, c'est son nom, et puis elle était vraiment très juste positive, comme elle nous faisait faire des choses, mais c'était pas comme un entraîneur très strict ou très axé sur je sais pas, genre la technique ou la compétition. C'était vraiment pour le plaisir. Arrivé à St. Mike's, c'était un peu différent. Là, on avait plusieurs entraîneurs parce que c'était une grande équipe. Une école de 900 gars, on était une équipe de 70 à peu près. Alors, c'est presque comme 10% de l'école faisait de la course. Et alors, pour 70 élèves de secondaire, on a besoin de plusieurs coachs. Alors, on avait comme 4-5. Et c'était bon parce que les entraîneurs couraient avec nous. Alors, ça, je pense que c'est là où j'ai peut-être pas reconnu dans le moment, mais à fur et à mesure que, comme dans mon cheminement comme coureur,
l'exemple de ces adultes-là, dans mon temps comme adolescent, qu'ils couraient eux aussi. Alors, c'était pas juste quelque chose que je faisais comme moi, c'est pas quelque chose juste pour les jeunes, c'était vraiment quelque chose pour la vie. Mhm. De voir ces Ouais. adultes courir aussi et même et là aussi on avait l'aspect compétitif. Alors là vraiment parce que c'est une bonne équipe, j'ai écrit sur le site theathletic.com un article sur le fait que cette année ça fait le 40e année de suite que mon école a gagné le championnat de cross country de la ville de Toronto. Alors c'est longtemps, c'est plus long que ma vie, ça a commencé en 79 puis je suis né en 77. Et à peu près. Et alors il y avait certainement un aspect compétitif, mais cet aspect compétitif était vraiment comme à l'interne, c'est-à-dire que c'était à nous de nous dépasser nous-mêmes. Mhm. Et les entraîneurs étaient là pour faire ça aussi. Alors il y a un entraîneur que dans mon dernière année, la 5e année de secondaire, l'entraîneur Frank Bergen, il disait que moi, je suis toujours en shape d'être top 50 environ au championnat provincial. Alors, si tu peux rester avec moi dans les entraînements, tu vas être top 50. Et pour notre équipe, c'était important parce que si on pourrait avoir comme genre 4 gars dans le top 50, on pourrait peut-être gagner. En fin de compte, on n'a pas gagné, on était deuxième. mais j'ai terminé genre 53e. Alors, c'était comme juste à peu près là. Alors, c'est le soutien et l'encouragement de ces entraîneurs, je pense que c'est pour ça que j'ai continué à l'université de faire la course et la compétition. Puis c'est un peu ça aussi qui t'a poussé à un moment donné à faire la transition, à devenir entraîneur, un peu ces modèles-là. Oui, je dirais ça aussi. Les entraîneurs que j'ai eu à l'université aussi, je pourrais mentionner John Swarber qui était notre entraîneur pour, je pense que la première année ou les 2 premières années à Waterloo. Et puis Terry Goodenow, lui, il est décédé il y a quelques années, mais était vraiment un bon modèle positif. Puis Tim Randall à l'Université de Nouveau-Brunswick aussi. Et oui, comme entraîneur, ce que j'ai vu c'est que il coachait vraiment la personne plus que le sport ou l'épreuve, le discipline. Et il répondait à toutes mes questions. Alors je pense que c'est une histoire assez familière pour qu'on demande les entraîneurs comme pourquoi est-ce que tu as commencé de faire ça. C'est moi j'étais l'athlète qui voulait savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Alors moi j'étais toujours curieux à ça et aussi parce que j'étais pas comme très bon non plus, j'étais comme correct là mais pas comme un des meilleurs. Comme je pense qu'il y a un niveau d'athlète des fois où le talent est si haut que c'est pas que l'effort n'est pas nécessaire, parce que c'est sûr que même aux hauts niveaux, il faut vraiment, c'est un grand effort, tu connais ça toi-même aussi. Mais des fois, il y a des athlètes qui sont comme un peu plus naturels, puis il n'y a pas nécessairement cette curiosité, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui conduit le mental. Mais pour moi, c'était vraiment comme, OK, comment est-ce que je peux devenir comme plus vite, puis je demandais toujours des questions. Alors éventuellement j'étais dans une situation après l'université à Toronto, je travaillais dans un boutique de course ça s'appelait Born to Run, et le propriétaire c'était John Castellano. Je sais pas si tu connais ce nom-là. John Castellano est le dernier homme canadien, je crois, à avoir une médaille au championnat mondial de cross. Comme junior, il était 3e, je crois. 3e ou 2e. Et il avait le record junior canadien en 5000 mètres aussi pour un longtemps. Et alors je travaillais pour lui dans la boutique, mais un jour il m'a dit « Hey, ça te tente-tu de créer des programmes d'entraînement pour nos clients? » Alors on a commencé ça un peu. Et là c'était comme pour moi un défi comme intéressant d'essayer de savoir qu'est-ce que de le mettre tous ensemble, comme qu'est-ce qu'il faut faire, comme le volume d'entraînement, les intervalles, etc. Alors ça c'était la première fois, et après ça c'était quelque chose que j'aimais faire, puis c'était clair que, mais à cette époque-là j'étais encore un peu compétitif. Je pense que mon carrière de coureur compétitif a terminé vers 2007 avec le marathon de Boston. Après ça, j'étais pas vraiment
Je sais pas. J'étais pas le coureur que j'étais. Non, pas pour dire que j'étais une coureur très notable avant ça, mais après ça, c'était comme un peu, ok, j'ai comme fait mon coup. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça, ça a commencé un peu avec John. Et ouais, la curiosité. Puis tu dis dans le fond là mon niveau est descendu un peu. Puis dans le fond ça amène une de mes questions, c'est est-ce que c'est possible selon toi d'être à la fois un athlète et un coach, d'être encore à un gros niveau, parce que t'es quand même athlète, tu cours encore pis tout, oui. mais c'est pas you're shooting for tu essaies d'avoir tes objectifs, mais c'est pas comme toute ta vie, là. Oh oui, c'est sûr. Est-ce que tu penses que c'est possible de combiner les deux quand, tu sais, mettons moi, là, que là, je shoot pour le marathon, tout ça, est-ce qu'en même temps, je peux être un coach vraiment à 100%? C'est difficile. Je pense que ça dépend de la personne. Je sais qu'il y en a des gens qui disent que non, il faut vraiment pas essayer de diviser un peu le focus. Mais parce que c'est vraiment, c'est pas nécessairement, si on a le temps, parce que il y a le temps. Comme pour moi, ça va être difficile de m'entraîner très fort à cause du fait que j'ai déjà 3 entraînements par semaine à gérer avec vous autres, d'être là puis être là pour vous autres comme entraîneur. Oui, je cours avec vous autres, mais c'est sûr que la priorité c'est vraiment sur les athlètes, pas sur mon entraînement. Si je peux aider quelqu'un comme courir avec, oui, je le fais. Alors c'est ça. Puis alors, si je voulais vraiment faire des gros entraînements et tout ça, il faudrait que je donne d'autres temps pour faire ça, mais aussi j'ai une famille, puis j'ai comme 3 jobs et tout ça. Alors c'est difficile à prendre le temps, mais c'est aussi l'investissement émotionnel d'être un coach, parce que comme quand je vais à une compétition, comme si je suis comme peut-être plus stressé que quand j'étais athlète, parce que là je suis stressé pour plusieurs personnes et j'ai aucun contrôle. Alors et en plus j'ai dit ça à toi parce que toi tu es un athlète très mature, puis j'ai pas vraiment de soucis sur toi la jour de la compétition, mais tu sais, quand un grand groupe, certains sont moins expérimentés, puis ils veulent qu'on leur parle ou whatever, mais mon job le jour même, c'est de ne pas être stressé, de montrer un face qui est comme calme. Et, ok, on est là, on est mais prêt. dans ta tête, parce que c'est ça, j'ai toujours trouvé que t'as l'air relativement relax les journées de compétition, mais je sais pas c'est quoi qui se passe dans ta tête. Non, I'm freaking out. Ok. Chaque fois. Non, c'est parce que on sait jamais, on n'a pas de contrôle comme coach. On sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Et avec certains athlètes, comme toi par exemple, je suis normalement très confiant qu'il va y avoir une bonne course, mais il y a des signes, comme par exemple, le championnat canadien de cross, là, je savais que tu disais, you're gonna, like, can I say shit the bed? On savait ça parce que toi, tu as décidé avant que ça va pas être une bonne course. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais juste en général, la jour de la compétition, mais aussi comme juste tout au long de l'entraînement et tout ça, comme, je pense que quand on pense à l'entraîneur et ça, on pense au workout puis le planning ou tout ça, mais pour moi ça c'est assez, je dirais pas facile, mais c'est assez simple de gérer tout ça. C'est vraiment plus gérer les réponses des athlètes, les réponses émotionnelles à certaines choses et parce que faire un plan, c'est facile. Je peux faire un plan de 6 semaines, 12 semaines, whatever, fine. Mais la réalité, c'est que à jour 2 de ces plans, c'est jamais ce qu'on pense. Alors, il faut gérer les attentes des athlètes parce que la plupart des athlètes pensent que c'est ça qu'il faut aussi. Il faut un plan, il faut suivre le plan. Mais on peut pas. La vie, c'est la vie. Puis il y a des choses qui arrivent. Alors, souvent, c'est ça, je trouve. Il y a des coachs qui réalisent pas des fois, tu sais, que comme j'ai plein d'autres affaires qui vont rentrer, puis c'est ça que je trouve que tu t'es bon à ça, à comme ok, mais c'est correct, on va changer ça puis tout. Ouais, il faut parce que sinon je pense que c'est là où la relation entre coach et athlète c'est très important, et ça c'est la chose qui est plus
indicatif au succès, je crois. Ouais. J'ai écouté un podcast de Magnus and Marcus. Je pense que, je sais pas si c'est celle que j'étais envoyé ou un autre, mais il parlait de ça un peu. Il parlait de, par exemple, comme, tu sais que Alan Webb, quand il a fini son entraîneur de secondaire, c'est Scott Rasko, right? Puis après, à l'université, c'est avec, c'est qui le gars à Michigan, là, le grand coach de Michigan. Anyway, à Michigan, ça a pas fonctionné pour lui. Mm-hmm. Et c'était pas à cause des entraînements ou whatever, c'était à cause du fait que il y avait pas la même relation avec le coach. Et des fois, c'est assez normal dans le cheminement on change d'école, puis on finit l'école, puis on veut changer, whatever. C'est normal d'avoir plusieurs entraîneurs, et des fois, ça peut être correct. Mais juste en général, l'idée d'un entraîneur, c'est, oui, les workouts sont importants, le planning c'est important, mais c'est vraiment avoir un entraîneur qui peut te comprendre, mais aussi te comprendre au point où, parce que c'est pas juste être passif comme entraîneur et répondre à tous tes besoins, parce que, bon, je peux pas penser à un exemple, mais des fois, je suis sûr qu'il y a des fois que toi me dis, oh, est-ce que je peux faire ça? Et moi, je dis, non, fais le plan. Et d'autres fois, c'est, ok, ça c'est, oui, il faut changer. Alors, l'entraîneur, c'est comme un peu c'est bon. C'est le chat. What's that saying? Ouais, des fois, il faut changer le plan et c'est correct. Et d'autres fois, il faut rester avec. Et c'est plus, le travail de l'entraîneur, c'est d'amener l'athlète au point où l'athlète est confiant que le travail qui a été fait est le bon travail. Et le jour de la compétition, il doit être prêt. Oui. Puis c'est intéressant quand tu parles de la relation athlète-coach, parce que c'est souvent ça dans les études qui ressortent. Par exemple, les études qui sont faites avec des médecins, tu vois, c'est quoi le meilleur indicateur pour l'adhérence aux recommandations du médecin. Tu peux avoir 1 million de facteurs, mais c'est toujours la relation entre les deux qui va affecter ça. Donc c'est quand même intéressant, puis c'est aussi ça dans les théories qu'on voit en psychologie du sport, psychologie de l'exercice, le relatedness, donc la relation, c'est souvent ça qui est vraiment très important pour garder, pour que l'athlète suive le plan, mais aussi qu'il se sente bien puis qu'il reste motivé dans le sport. Et c'est ça, souvent j'ai l'impression on met beaucoup d'emphase sur il faut suivre le plan pis tout ça, mais ouais, on va juste faire une petite pause, on mettra une coupure à ça. I'm just gonna donc on est de retour après cet incident avec le chat. Et donc on parlait c'est ça de la relation coach athlète qui c'est ça que souvent c'est ça, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sous-estiment ça, que le fait que l'athlète est pas seulement un athlète, il y a une vie puis tout ça, puis ça revient un peu à ce que tu disais, que le coach c'est pas juste, c'est quand même très émotionnel, un gros investissement émotionnel, parce que c'est pas juste d'augmenter les performances d'un athlète, mais c'est aussi comme une façon un peu d'encadrer la vie dans un certain aspect. Oui. Et si c'est différent aussi, comme si on parle d'un athlète comme toi, comme un athlète élite qui fait ça comme, disons, semi-professionnellement, semi parce que t'es aussi un étudiant aussi. Mais c'est plus comme ça. C'est pas nécessairement comme la gérance, comme c'est pas moi qui gère ta vie, mais c'est comme coach, c'est de comprendre les autres aspects et qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui se passe dans la vie. Mais comme par exemple, je suis aussi entraîneur pour une école secondaire, Kells, et là c'est une groupe de filles plus ou moins, il y avait comme 2-3 gars qui sont comme l'âge de 14-15 ans, et je sais pas qu'est-ce qui arrive dans leur vie, je suis pas comme très proche d'eux parce que c'est comme, ils sont des filles adolescentes, c'est pas de moi d'être
comme un de leurs proches, mais il faut comprendre généralement c'est quoi qui se passe dans la vie des adolescentes et qu'on est là pour l'entraînement, parce que ça c'est le seul, je communique pas avec eux comme à part les entraînements. Il y a une professeure d'éducation physique dans leur école qui leur voit comme à chaque jour. Je pense que tu la connais, Nicole Demangel. Oui. Ouais, elle est comme... Shout out Nicole. Oui, shout out Nicole. Puis elle est comme l'assistante avec moi sur l'équipe. Okay. Alors c'est elle qui leur connaît un peu plus là, puis mais alors pendant l'entraînement, le but c'est vraiment OK, ça va être fun, on va faire des choses. Oui, on va travailler fort, on va faire les bonnes choses pour améliorer leur technique de sprint et de saut, parce que dans ce cas-là, je suis entraîneur de saut et de sprint, alors c'est un peu différent. Mais comme je disais, c'est un peu la technique et les entraînements sont moins importants que le fait qu'ils sont là en groupe, qu'ils s'amusent et qu'ils s'améliorent. Puis on a des compétitions, puis on va faire les compétitions et à date ça va bien. Et éventuellement, s'ils veulent continuer dans le sport, peut-être ils vont trouver un club qui a un volet de jeunes sprint. Donc, à Athlétisme Marie, on va passer encore, mais peut-être éventuellement. Mm-hmm. Et continuer dans leur cheminement. Alors, c'est intéressant parce que je joue plusieurs différents rôles de coach. Comme mon rôle de coach avec toi, c'est pas la même chose qu'avec ces filles-là. Mm-hmm. Et c'est important de se rappeler de ça parce que si j'essaierais de leur coacher comme à ce niveau-là, ça marcherait pas. Elles répondraient pas à mes demandes et ça serait pas le fun, puis ils vont quitter le sport. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, ça prend au début, ça prend vraiment, il faut rendre ça plaisant. Pour que, parce que sinon, si tu fais de la spécialisation trop jeune, tu vas juste écœurer l'athlète. On va aller avec une question du public pour qu'on ait le temps de les passer. Oui. Donc, première question du public. Ça tombe bien. Ouais, c'est ça, c'est quand même relié à notre sujet en ce moment. On a Ludovic Martin qui demande est-ce que tu adaptes ton style de coaching à la personnalité de tes athlètes? Oui, je pense que comme on vient de parler de ça un peu, mais je pense que ça c'est le coaching, c'est d'adapter aux athlètes. Oui, il y a un certain comme moi aussi j'ai une personnalité, je change pas ma personnalité, je suis moi, et c'est sûr que la relation que j'ai avec les athlètes qui veulent être dans notre groupe d'entraînement par exemple, c'est un peu à cause de ça, il y a beaucoup d'autres raisons, mais c'est-à-dire que moi, je vais pas trop me changer pour un athlète, mais si l'athlète est dans le groupe puis ils sont là, c'est sûr que chaque athlète va avoir des différents besoins émotionnels. Ouais. Alors comme pour te prendre comme exemple, comme généralement, je suis pas trop comme Germaine avec toi là, j'ai comme des fois un message de Facebook, how's it going? Okay, good. Puis c'est correct. Yeah. mais si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour te répondre, puis je suis là pour toi, mais généralement c'est comme automatic pilot. Ouais, plus ou moins. Pas mal easy going. Ouais. Mais il y a des autres athlètes qui sont peut-être pour des différentes raisons, ont besoin de plus de contacts, plus de conversations autour des entraînements qui sont planifiés ou les résultats, c'est pas une bonne façon de le dire, mais comment s'est passé les entraînements et les résultats des performances aussi. Si quelqu'un est comme plus comme nouveau dans le sport, puis peut-être comprend moins un peu comme ça veut dire quoi ce temps-là pour cette épreuve, ou pourquoi est-ce que je suis pas comme PB shape maintenant, des choses comme ça. Alors ça va dépendre un peu, comme alors si je prends comme l'idée de style de coaching, que comme quelqu'un qui est très ouvert, qui engage avec les athlètes, oui, ça change pas, mais oui, ça change parce que je sais que j'ai pas besoin, comme avec toi par exemple,
lancer un message comme à chaque jour et de téléphoner puis dire how's it going Jerry, is everything okay, all right. Ah ouais. C'est pas nécessaire, mais avec d'autres peut-être c'est nécessaire. Alors c'est un peu ça. En ce qui concerne les entraînements et le planification, encore une fois, oui, ça change, ça dépend de la personne, comme pas tout le monde va courir 140 km par semaine. Ils vont commencer où ils sont, comme si quelqu'un n'a jamais couru plus de 60 kilos, ben ils vont pas courir plus que 60 kilos pour commencer. Et peut-être on va essayer d'avancer ça, mais ça va dépendre. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles cet athlète-là n'a pas couru plus que X kilomètres. Et on aimerait avoir des entraînements spécifiques à chaque individu pour chaque entraînement, pour chaque jour, mais il y a aussi quelque chose on s'entraîne en groupe, alors il faut comme trouver quelque chose pour que tout le monde puisse faire à peu près la même chose pour que on a des amis pour courir avec, tu sais. Ben ça je pense que c'est tellement important parce que comme je remarquais, mettons hier soir j'avais un entraînement puis là j'étais tout seul devant pendant un bon bout, puis je trouve que c'est ça que ça me prend du groupe, c'est d'avoir justement au départ, quand je sors le soir à 5h30, normalement si j'avais pas de groupe, je sortirais pas à ce moment-là. J'irais soit j'irais un autre moment ou soit je le skipperais. Je ferais pas la motivation. Mais je trouve que ça fait tellement une grosse différence, puis donc je pense que c'est tellement un aspect important de trouver une façon de combiner, de mettre les athlètes pour que ils aient quelqu'un avec qui le faire. Donc ça vient aussi de l'aspect gérer le club, avoir des athlètes, tout ça. Et ça dépend. Comme il y a quelques semaines, on avait Mohamed, mais là il est plus là. J'ai pas de nouvelles de lui, je sais pas où il est. Puis Jacques, mais cette trimestre Jean-Jacques a une formation quelque chose, alors lui doit faire ses entraînements plus tôt. Alors pour toi il y a personne. Alors mais là Aaron devient de plus en plus en forme. Puis là samedi on a discuté ça, puis on a décidé que lui il va faire des comme pace demi-marathon pendant que toi tu fais pace marathon. C'est ça, t'as adapté pour qu'on puisse le faire ensemble, c'est ça. Puis ça selon moi c'est tellement tu sais de trouver comme des fois il va y avoir des coachs qui vont dire non mais vu que tu fais ça il faut que tu fasses ça, mais toi, c'est plus comme, ben ouais, mais là, vous modifiez votre entraînement pour pouvoir le faire ensemble, mais là, vous allez pouvoir travailler ensemble, puis là, vous allez avoir un meilleur entraînement. Oui. Et je suggérais aux auditeurs de passer par le podcast de Magnus et Marcus pour savoir plus sur, il y a leur podcast le plus récent, c'était tout sur l'idée que, je sais pas si c'est le plus récent, mais il y avait un podcast, et le nom du podcast, le nom de l'épisode, c'était The Workouts Don't Matter. Et les entraînements, ils comptent pas vraiment. Ils sont pas importants. Ouais. Et j'aime ça vraiment parce que je trouve que c'est tellement vrai. C'est pas l'entraînement spécifique qui compte, c'est le fait que tu as un entraînement et tu te pousses et tu te prépares pour un certain événement. Alors, si tu prépares pour le marathon, il faut faire un certain type d'entraînement, mais c'est sûr que ça doit être long et il doit avoir une certaine intensité, mais pas comme grande intensité, mais l'idée, dans le marathon, il faut être capable de se concentrer, et ça va lier à une autre question, je crois, à se concentrer et se focusser pour un très assez longtemps à une vitesse qui est comme, c'est pas juste facile, mais un peu élevé, mais pas trop élevé. Pour le 1500 mètres, c'est différent parce que c'est beaucoup plus intense. Alors, c'est sûr que physiologiquement, oui, les longs tempos et tout ça, ça aide ça aussi, mais il faut faire un certain montant d'entraînement qui sont très intenses pour s'adapter le corps à être dans un état de stress, de stress approprié, un stress qui est à ce niveau-là. Alors, c'est pas le VO2 max, c'est pas la physiologie nécessairement, mais c'est plus l'état de l'esprit, disons, peut-être, que d'athlète qui est important. Alors, c'est pour ça que moi, je m'ostine vraiment pas sur les temps de passage dans un entraînement. Des fois, oui, comme je sais, des fois que je te pousse, toi, ok, essaie de vraiment comme faire des 3:15 ou whatever, mais surtout en hiver, comme, c'est impossible, on va pas faire en temps. Ouais. Mais c'est cet hiver. Ouais. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment l'effort. Puis si on traduit cet effort-là
dans des conditions qui sont meilleures, par exemple un parcours plat en Rotterdam en avril, mais un pace de 3:15, ça va être beaucoup plus possible avec le même effort. Alors, les paces sont comme, OK, mais pas si important que ça. Puis c'est vraiment, c'est ça, pour résumer ce que tu dis, c'est pas exactement la structure de faire 4 fois 2 minutes ou 3 fois 3 minutes, ou tu sais, c'est de juste, si tu fais du plus long, ben là, tu vas aller faire des entraînements un peu plus longs. Si tu fais du plus court, tu vas faire des entraînements un peu plus courts. Mais, c'est juste comme de les faire. De les faire. En gros, puis d'être capable d'être capable de te pousser dedans. Oui, et c'est ça. Alors, il faut avoir une certaine progression dans les entraînements. Alors, si on prend, par exemple, samedi, ça fait 2 heures et quelques, 2h10, 2h15 à peu près, avec 60 minutes de effort pace marathon. Mais ça comme tel, comme ça, c'est pas spécial comme entraînement, mais c'est juste le fait que pour toi, t'as fait des longues sorties de 2 heures, correct, t'as fait 40-50 minutes, alors on va juste ajouter un peu. C'est juste ça. Il y a rien de spécial de 60 minutes, exactement. C'est juste que c'est un peu plus que la semaine d'avant. Juste une progression, c'est ça. Il y a pas de recette magique. C'est la recette magique, si on veut, c'est de le faire en sorte que l'athlète peut se pousser. En gros, oui. On va aller avec l'autre question qu'on avait, une autre question qu'on avait aussi de Ludovic Martin. Quels sont les éléments les plus importants pour améliorer les performances d'un athlète? Donc là, on vient d'en nommer une, dans le fond, d'avoir des bons entraînements que l'athlète peut se pousser. Ça serait quoi les autres? Je dirais que c'est pour un athlète de course, même si c'est 800 mètres jusqu'au marathon, les 3 choses sont le volume de course et faire certains entraînements d'intensité, mais comme on vient de parler, c'est pas, il y a pas de recette magique, c'est pas une intensité spécifique, mais juste de les faire. Et généralement, on dit que le ratio, c'est 20% d'intensité, mais des fois, ça dépend, parce que si on est quelqu'un qui court beaucoup plus de volume, des millages, ça peut être moins, parce que c'est difficile, c'est difficile comme pour toi de faire un vrai 20%, même avec des entraînements de 1 heure de pace marathon, ça devient difficile. Alors ça, on s'ostine pas sur les chiffres exacts, là, mais généralement un certain montant de ça. Mais l'autre chose, c'est que le volume d'entraînement, je pense que ça, c'est une chose que beaucoup de coureurs font mal, c'est courent trop vite pendant les jogs. Et pour moi, c'est très important de courir lentement mais de courir, évidemment, comme je trouve que c'est le seuil, c'est de courir et pas marcher. Mais c'est pas grave, comme par exemple en hiver, c'est difficile de trouver un bon pace comme sur le Mont-Royal, parce que c'est juste, on peut pas. Mais c'est pas grave, parce que si on passe le temps de mettre un pied devant l'autre, puis on passe le temps à courir, ça c'est le bénéfice, s'accumule comme ça. Le bénéfice, il s'accumule pas comme juste à une pace exacte dans les jogs, les easy runs. Et si on est un peu plus lent, ça veut dire que peut-être on peut faire un peu plus parce qu'on est moins fatigué, ou les jambes font moins mal le jour après. Alors on est c'est plus probable qu'on va continuer de s'entraîner le jour d'après, etc. Et quand on ajoute des entraînements, on peut faire des entraînements qui sont à une intensité appropriée, c'est-à-dire qui sont assez intenses, et sans devoir comme être peur que le jour après je vais pas faire mes paces pour mon jog, mais ça fait rien. C'est sûr que tu veux faire le jog, mais si ça fait mal, si t'es comme un peu raqué à cause de l'entraînement, c'est correct. Sors quand même puis cours ton heure ou 45 minutes ou whatever. Et c'est correct. Alors, ça c'est très important. Et l'autre chose, le troisième élément, c'est vraiment la récupération. Il faut, parce que l'entraînement, c'est juste comme
1 ou 2 heures dans ta vie, dans ta journée, mais les améliorations sont faites pendant qu'on dort, après qu'on mange. Tu sais, le corps s'adapte. Pour le corps s'adapter, il faut avoir cette récupération, c'est-à-dire il faut comme, ok, on a fait quelque chose à nos muscles, on a créé un genre de bris stress, dans les fibres, whatever. Et mais ça envoie un signal au corps que, ok, c'est une demande qu'on a fait. Alors le corps doit monter à l'auteur de cette demande. Il faut le replenish, c'est pas le mot en français. Le remplir. Le remplir avec la bonne nutrition et il faut dormir une bonne 7-8 heures au moins par nuit et tu sais, alors ça c'est vraiment le moment où on s'améliore. On s'améliore pas comme pendant les entraînements. On s'améliore avec une accumulation d'entraînement, mais aussi avec une accumulation de récupération entre ces entraînements. Ouais, mais c'est là que les gains se font. Ouais. C'est quand tu es en train de récupérer. L'entraînement te permet de t'améliorer parce que il brise des muscles qui, eux, se réparent puis deviennent plus forts. Ouais. Puis souvent j'ai l'impression que il y a du monde qui réalise pas ça. Ils pensent que c'est l'entraînement lui-même. Ouais. Ouais. Et mentalement aussi, parce que quand on parle des entraînements d'intensité, puis on entraîne aussi le cerveau, on entraîne notre mental pour essayer de compléter ces défis qu'on se met dans des grands entraînements. Mais si on se mettait des défis comme ça à chaque jour, physiquement ça passerait pas, mais aussi mentalement, parce qu'il faut avoir une certaine récupération de l'esprit aussi, de ne pas pousser comme de jour en jour, et c'est au niveau comme macro aussi, il faut prendre comme après un marathon, je trouve que beaucoup de coureurs reviennent trop vite à l'entraînement, reviennent trop vite à la course, mais ça dépend. Toi t'étais correct, moi je dirais comme pour moi c'était trop, il y avait un peu trop là en octobre que tu as fait, mais tu sentais bien, puis on voit pas de repercussions. Alors de répercussions, c'est correct, mais généralement, un marathon c'est quelque chose de très difficile pour le corps et pour l'esprit aussi. Il faut comme donner un peu de temps de ne pas avoir le stress de devoir s'entraîner. Ouais, mais c'est ça, puis je me souviens plus à qui j'avais cette discussion-là récemment, pendant une course sûrement, peut-être Olivier, mais dans le fond, on disait, comme avant je réalisais pas, mais l'énergie mentale est une ressource finie. Oui. Est une ressource qui a une limite à un certain point. On se dit mental, ben non, le mental, techniquement c'est pas physique, il y a pas de, c'est pas comme dans les muscles que tu as une certaine quantité de glycogène, puis à un certain point là tu peux physiquement plus. Mais on se dit le mental, ça t'en as infini, tu peux, c'est parce que t'essayes pas assez fort, si jamais, si t'es pas capable de récupérer mentalement. Mais, je pense pas que t'as la même perspective. Je pense que t'as la même perspective que nous quand on disait que, ben, en fait, c'est une ressource qui est limitée. Oui. Puis tu prends ça en compte dans la façon dont t'entraînes le monde. Il faut récupérer. Et c'est un peu ça comme des fois on n'a pas le choix, mais comme c'est plus difficile de faire une course comme par exemple le jour d'un examen, le jour après un examen, parce qu'on vient de dépenser beaucoup d'énergie mentale à cet examen, ou même juste le fait de travailler. Si quelqu'un qui travaille de 9 à 5, ça prend de l'énergie un peu, et puis après d'aller courir le soir, c'est difficile. Mais ça peut payer aussi, parce que là on s'entraîne toujours dans un état comme un peu plus bas mental, mais si on prend des vacances puis on fait une camp d'entraînement, quelque chose comme ça, et juste avant une compétition, puis là on arrive à une compétition, on a quelques jours où on n'a rien à faire, si c'est bien planifié, ça peut être vraiment bon, parce que c'est comme un peu un tapering pour le cerveau. Puis aussi, je voulais revenir, là, on parle de récupération. Puis là, tu nous avais dit un peu, toi, tu dis, il y a beaucoup d'athlètes qui vont trop vite. Puis dans leur sortie relax. Puis c'est ça, je pense que tu penses que, ben moi aussi, je pense ça, que ça nuit un peu à la récupération, que tes muscles récupèrent pas assez, puis ça t'empêche
tu sais, d'avoir toutes les gains parce que tu brises tes muscles qui sont déjà brisés un peu. Mais c'est ça, c'est quand même un débat dans le monde de l'entraînement. Je sais pas comment c'est rendu quoi le consensus un peu, mais je sais pas. Moi, je trouve que les athlètes de vraiment haut niveau, comme par exemple les Africains, quand on les voit courir, peut-être ça semble qu'ils courent vite parce que leur pace de jog relativement c'est à des autres c'est vite, comme si on court comme genre 13 ou 12:45 pour un 5000, mais notre jog c'est peut-être à 3:30, c'est correct, t'sais. Mais je sais pas s'il y a un consensus. Moi j'ai jamais eu de blessures à cause que les athlètes couraient trop lentement. Par contre, les athlètes qui couraient plus vite avaient des blessures avant, puis quand je leur ai conseillé de réduire la vitesse un peu, le nombre de blessures a aussi réduit. Alors c'est pas comme une étude scientifique complète là, mais dans mon expérience, je vois ça. Mais sûrement que les coachs qui argumentent qu'il faut aller à une certaine vitesse, que sinon c'est du gaspillage de courir. Sûrement que eux ils argumentent que ces athlètes qui vont pas assez vite, ils limitent leur performance, ils pourraient faire plus. Ouais, c'est possible. Je pense que je suis peut-être plus conservateur en termes d'aller chercher les PB, les progressions. C'est-à-dire que moi je risquerais moins. C'est une vision à plus long terme. Ouais, c'est ça. Je risquerais moins pour un PB de comme, tu sais, de 5 secondes dans le 5000 mètres. Si on pourrait faire d'autres choses peut-être et avoir un PB de 10-15 secondes, mais aussi on pourrait s'être blessé. Alors moi j'aimerais plus comme prendre l'approche plus conservateur et avoir un PB de 5 secondes au lieu de 10 ou 15. Mais ça dépend. Il y a tellement de facteurs que on peut pas miser sur un pour dire que ça c'est la raison pour laquelle on a fait notre PB ou ça c'est la raison pour laquelle on n'a pas. Alors moi si les athlètes continuent de s'entraîner et ne sont pas blessés et ils s'améliorent généralement de l'année en année, parce que on va pas faire un PB comme à chaque course, pour moi c'est correct. Et peut-être que il y a certaines situations qui demandent une approche plus agressive, comme s'il y a un standard. Comme par exemple, si toi tu voulais, parce que ces podcasts et tout ça, c'est très intéressant pour moi comme coach de t'entendre parler et d'avoir plus d'informations sur toi. Et aussi tes interviews dans les médias. Alors toi, tu parles plus des Olympiques de 2024 que 2020. Mais si par exemple toi tu dis moi je veux vraiment être à Tokyo, ok, le standard va probablement être de 14 ou je sais pas quoi. Ok, on pourrait faire des choses pour vraiment go for it, tu sais, mais c'est high risk, high reward. Des gros risques, grosses récompenses, mais pour avoir cette récompense-là, il y a des très gros risques de blessures. Et disons que généralement, essayer de qualifier pour les Olympiques, il faut faire des choses qui sont risquées quand même, comme ça va pas juste arriver comme ça, c'est pas facile. Même si on parle de long terme, parce qu'éventuellement, on va être sur le point où ça va être, ok, dans ton prochain marathon, tu dois faire le temps. Et c'est tout. Et alors, il va y avoir cette pression-là quand on choisit des objectifs à ce niveau-là. Mais pour comme, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui veut avoir des PB, parce que je pense que tout le monde veut s'améliorer à un certain point. Mais aussi, il faut aimer la course et pour moi, ça vaut mieux de continuer de s'entraîner et avoir pas de PB ou un petit PB que de falloir s'arrêter de s'entraîner pendant comme des semaines ou des mois. Mais encore une fois, ça dépend de la situation. Mais c'est ça. Donc toi, la façon que je vois, c'est plus une approche plus à long terme, puis que on sait pas exactement c'est quoi les gains de courir à une vitesse plus élevée. Peut-être que ça aide un peu, peut-être que ça aide beaucoup, peut-être que ça aide pas du tout. La recherche est pas ultra claire
à ce que j'ai vu sur le sujet. Donc toi tu dis mais une chose est sûre de mon expérience puis de ce qu'on voit souvent, beaucoup d'athlètes vont juste courir trop vite, vont se blesser. Un athlète blessé s'entraîne moins bien qu'un athlète pas blessé. Oui, exactement. Oui, c'est exactement ça. Et il y en a des recherches. Steven Seiler a fait des recherches sur les athlètes d'endurance de haut niveau et il a trouvé que c'est leur profil d'entraînement, et ça c'est pas juste la course, mais ce qu'ils font est rowing. Ouais, des ramées. Non, c'est pas ramées, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Ceux qui ont des rames puis qui poussent dans l'eau. Non, mais c'est un mot spécifique. Anyway, et le cyclisme aussi, c'est pour les élites là, c'est vraiment divisé en beaucoup de volume à très basse intensité et un certain pourcentage de volume à une intensité spécifique. Alors, haute intensité, oui, mais comme pour un marathon, ça donne rien à faire juste des entraînements de pace 1500. Il faut faire quelque chose de spécifique, mais il faut aussi faire comme d'autres choses. Mais c'est un peu ça. Ça, c'est le grand, comme, devise. Et c'est pas nécessairement comme, alors lui, il parle de 3 zones. Des fois, on entend parler de comme 5 zones d'entraînement, mais c'est peut-être trop. C'est vraiment juste comme easy, moderate, puis haute intensité. Et moi, j'essaie de jouer un peu dans ça. Mais pour moi, le seul, pas le seul, mais le facteur le plus important, c'est est-ce que l'athlète est en bon état de santé et continue de courir. Ben, c'est ça. Toi, tu dis, dans le fond, c'est une phrase que tu dis souvent, c'est one foot in front of the other, don't fall down, un pied en avant de l'autre, puis ne pas tomber. Ne pas tomber qui est un peu peut-être ne pas se blesser aussi. Un peu une métaphore pour ça. Mais c'est ça, dans le fond, c'est rien de sorcier, c'est l'accumulation de la constance, de toujours être là en entraînement, d'être en santé, de faire tous les entraînements. Ça se peut que t'en manques un, mais comme tu dis, tu manques un, c'est pas la fin du monde si t'as été là aux 40 autres entraînements, tu sais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Comme on pourrait parler de Mel un peu, comme elle a manqué à peu près une semaine d'entraînement à cause d'une torse de cheville. Mais c'est pas grave parce qu'elle a déjà beaucoup d'accumulation d'entraînement, puis c'était pas si grave que ça. Elle a gagné Miami. Ouais, quand même réussi à gagner la course, alors c'est bien. Mais elle est une athlète très mature, puis elle était pas freakée de ça. OK, il faut vraiment prendre le temps et elle a pas assez de parce que il y a une tendance des fois de si on a surcompenser. Si on a une blessure comme ça. Comme, c'est une torse, c'est pas vraiment une torse, c'est plus une tournage de cheville, c'était pas si grave que ça, mais d'essayer de courir, like, run through it. De courir dessus. De courir dessus, pour être prêt pour le demi-marathon de Miami, qui était en 10 jours, mais en réalité, en 10 jours, les entraînements vont pas changer le résultat là. Mais si on court dessus, puis on devient plus blessé, puis là, on manque 3 semaines, là, ça va compter pour Rotterdam après. Alors, il faut vraiment être comme patient et comme juste plus relax. Ça. La patience, ça, c'est une vertu très importante selon moi, puis souvent que ça peut manquer à certaines athlètes. Moi, par exemple, à mes débuts, souvent, je voulais toujours faire des courses. Je me souviens, là, j'avais gagné le demi de Châteauguay, puis là, je m'étais fait inviter une inscription gratuite à l'année suivante. Puis moi, dans ce temps-là, c'était comme, ben là, faut que j'y aille, j'ai une inscription gratuite, là. Puis là, tu m'avais dit non. Là, Mais, comment est-ce que comment est-ce que tu fais pour un peu, instaurer cette vertu de la patience chez tes athlètes? À quel point est-ce que tu as du contrôle là-dessus? Parce que souvent, les athlètes, c'est du monde, c'est quand même compétitif, un peu impulsif, peut-être moins dans le niveau de la course, mais qui ont envie qui ont envie de se pousser. C'est une choix à la fois. Des fois, il faut convaincre quelqu'un OK, peut-être que si on veut on va faire un bon temps à cette course-là, si on enlève l'autre du calendrier, peut-être on peut s'entraîner un peu plus pour ça, puis les convaincre un peu comme ça. Ou aussi,
on a des bons exemples dans notre club comme toi et Mel, puis on peut voir que vous avez des calendriers qui sont comme pas trop chargés, puis moi j'aime l'idée d'avoir une course ou deux par année qui sont comme des grandes courses où on va faire les PB. Et ça dépend de l'épreuve, comme si on fait un 1500, c'est sûr qu'on peut courir un 1500 à chaque fin de semaine, puis ça change pas trop, là. En effet, c'est une bonne idée. Il y avait une étude qui est sortie qui disait que, ça prenait 7 tournées de 800 mètres pour arriver au pic pendant une saison. Et c'est sûr que, pour faire un 800 mètres, c'est facile, des fois, on peut faire 2 dans une semaine. C'est pas si grave que ça, mais quand on parle de course sur route, 5 kilos, 10 kilos, là, si on fait à chaque semaine, on manque des entraînements, et des fois, c'est intense. Comme j'ai fait une course de 5 kilos samedi. C'est une course dans le souterrain de Montréal. Alors, il y avait beaucoup d'escaliers, tout ça. Puis moi, je fais pas beaucoup de courses parce que je suis pas trop en forme. Mais là, je le sens encore, là. C'est sûr que mon entraînement de musculation aujourd'hui était un peu réduit à cause de ça. J'ai pas fait l'entraînement avec le club hier soir parce que je pouvais pas, mes jambes étaient trop raquées. Alors, mais c'est pas grave, c'est dans mon plan, si j'ai un plan pour moi-même, pas vraiment, mais anyway. Mais c'est ça que ça arrive, si on fait une course, des fois, ça prend plusieurs jours après et on manque des entraînements. Et si on pense des jours avant, des fois, on va réduire un peu le charge de l'entraînement aussi. Alors, ça peut, même pour un 5 kilos, ça peut prendre 5-6 jours de l'entraînement qui sont comme moins efficaces que normal. Alors, faut faire des choix. Donc, faire des compromis un peu avec les athlètes. Ouais. Puis, de dire, montrer des fois, tu sais, je peux t'en donner un peu, je peux te laisser faire ça. Puis là, ils vont réaliser, OK, il est pas juste méchant, il veut pas juste m'empêcher de tout faire les courses que je veux. Il veut. Mais aussi, tu sais, moi, j'empêche personne à rien. Moi, je fais pas les choix. C'est les athlètes qui font les choix. Moi, j'ai fait des suggestions, des fois des fortes suggestions. Mais finalement, c'est l'athlète qui doit choisir. Et surtout pour le marathon, je reviens toujours au marathon parce que c'est comme un peu ton épreuve, là, mais si on n'est pas prêt pour un marathon, comme mentalement, si on n'est pas comme vraiment mindé pour ça, ça vaut pas la peine de le faire parce que ça va pas bien aller. Il faut être prêt parce que c'est une épreuve comme assez demandante. Demandant. Yeah. C'est ça, puis c'est au final tu fais un peu, tu gardes le sentiment d'autonomie un peu de tes athlètes, tu reconnais qu'au final la décision c'est la leur, peu importe. Oui, et si on pense que l'athlète se trouve sur la ligne de départ et il pense juste au méchant coach qui leur force d'être là, puis c'est sûr que ça va pas être une bonne course. Mais s'ils sont là parce que ils ont choisi d'être là, puis OK, this is my race, je suis prêt, ça va être beaucoup mieux. Non, c'est ça, puis ça revient aussi c'est pas juste des expériences ou des anecdotes, c'est dans les théories psychologiques, ça revient souvent à l'autonomie. C'est un des facteurs très importants pour garder la motivation. Puis la motivation à faire la course. Là, on va y aller avec une question qui nous vient de Philippe de Villeray. C'est une longue question, donc je vais la lire. C'est une question pour l'invité de l'animateur, c'était peu importe qui, mais là, je le fais avec mon prochain invité qui est toi. Donc, à quoi vous pensez pendant une course? Lors d'un marathon, est-ce que ça peut vous arriver de rêvasser à une pizza extra large, à une nouvelle conquête ou à la dernière série Netflix entamée? Où vous êtes capable d'être 100% focus sur votre objectif, technique, stratégie tout le long de la course, même si la douleur physique est très intense. Et lors de vos longues sorties en entraînement, est-ce la même chose? Pour ma part, je tombe souvent dans la lune lors d'une longue distance. Ça m'aide à ne pas penser à la douleur et au temps qui s'écoule. Mais est-ce une bonne chose à votre niveau? Donc, tout d'abord, je veux juste répondre avec comment moi je vis ça, puis après ça, John va nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, le rêvasser des pizzas extra larges, c'est assez fréquent, surtout vers la fin des entraînements qui sont à comme 5h45, que là, il est rendu 6h30, puis là, j'ai très faim. Puis des fois, ça arrive que, j'arrive chez moi puis je la commande. Puis aussi, à quoi je pense, des fois aussi, j'ai des entraînements assez longs, des fois j'ai une chanson un peu qui me revient dans la tête, une chanson que j'ai écoutée pendant la journée, puis là,
ça me revient un peu dans la tête. C'est différent, je trouve, un peu quand t'as quelqu'un à côté de toi qui court. Là, c'est vraiment, je trouve, mon attention est plus sur la personne à côté un peu. Et plus, je me dis, là, je vois la personne qui commence à me distancer. OK, non, là, j'accélère, puis là, je sens vraiment, OK, je suis à côté de la personne. Puis là, des fois, je peux rêvasser un peu, mais j'ai l'impression que je suis moins dans la lune. Quand je suis tout seul, là, c'est vraiment, c'est ça qui est dur. Je trouve que c'est difficile de rester concentré, surtout quand il fait noir, puis je suis pas content après la météo, puis tout ça. Puis là, je pense à plein d'affaires, puis là, je vois ma vitesse est pas bonne. Donc, à quoi est-ce que je devrais penser? Oui, je vais demander avant. Et la personne, ouais. Mais à quoi est-ce que tu penses pendant une course? Est-ce que c'est différent ou la même chose? Dans une course, c'est différent d'habitude, je dirais, parce que le focus est plus là. Donc, dans la course, au départ, t'as le stress, tout, tu penses juste à la course, tu dis, OK, c'est quand que ça part, bang, ça part, puis là, OK, je vais bien, OK, puis là, OK, ils sont où les autres, OK, là, on forme un petit groupe, puis après ça, c'est juste, OK, faut que je reste dans le groupe, est-ce que je suis correct, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je vais trop lent, puis là, il peut y avoir des moments au milieu de course que là, c'est un peu comme, pourquoi est-ce que je fais ça? Ça fait mal. Puis d'autres fois, il peut y avoir des moments, là, je vois l'autre qui s'en va, puis là, je fais, non, je vais pas te laisser partir, j'essaie de rattraper. Puis des fois, quand il s'échappe, ben là, je fais, merde. Puis, OK, bon, je vais essayer juste de garder une vitesse pas trop pire. OK, mais c'est vraiment intéressant. Je sais pas si tu es au courant de ça parce que je sais que tu fais tes études dans ça, la psychologie du sport un peu, mais il y a tes descriptions étaient comme en entraînement, c'était plus tu te désassocies, puis en course, tu es plus associé. C'est-à-dire que en entraînement, tu pensais à d'autres choses, mais pendant la course, ton focus était plus comme à toi-même et dans la course. Et il y avait plus un focus comme qui est plus comme concentré. Et je pense que c'est important de faire un peu des deux. Alors, quand on part pour une jog, ça doit être relax. C'est bon de désassocier parce que c'est automatique. On ne devrait pas avoir à penser à comment courir. C'est ça, un easy jog, tu penses à n'importe quoi. C'est de la méditation quasiment. Là, c'est exactement ça. C'est la méditation. Quand on vient aux entraînements, là, c'est un peu entre les deux parce que c'est l'entraînement pour la compétition. Alors, on veut essayer de recréer le plus possible les conditions de la compétition, mais c'est pas. On n'a pas le stress, on n'a pas ce sens d'urgence que donne une course. Mais dès que le corps devient, on fait une certaine intensité, le corps devient un peu mal, puis il faut être plus concentré pour garder le rythme. Donc, ça serait bon d'être plus associé, c'est-à-dire penser à comment tu te sens. Alors, tu as mentionné ça, je pense à est-ce que je vais trouver trop lent, mais aussi à être associé tes sensations, tes aspirations comme your aspirations, breathing. OK, tes respirations. Tes respirations, et oui, les sensations des jambes, etc. Et pour pratiquer ça un peu, pour connecter ça un peu à la course, parce que si on fait l'entraînement, des fois on fait des entraînements, puis dans la course, on peut relier à ça, on peut dire, OK, j'ai fait ça en entraînement, je sais que je peux maintenir ce pace-là parce que je l'ai déjà fait et ça peut aider. Alors et on peut connecter les sensations. Oui, cette sensation est normale, même si ça fait mal, mais c'est normal pour être à 3 kilos d'un 5 kilos ou whatever, parce que ça c'est qu'est-ce que les sensations devraient être. Alors, ça peut réduire le stress un peu parce que au lieu d'être comme oh my god, qu'est-ce qui arrive, c'est plus que OK, c'est normal, c'est correct, puis on peut se concentrer plus sur l'autre chose que tu as mentionné, la stratégie. Alors les autres, OK, est-ce qu'il a fait un move, moi je vais couvrir le move, est-ce que c'est temps pour moi de faire un move? Et si
tu entends leur respiration aussi. Tu peux penser, OK, lui, il respire un peu trop fort, là. Alors, je vais faire un peu un move. Essayer de le larguer. Ouais. Alors, c'est un peu ça. Alors, dans un marathon, encore plus, c'est difficile et c'est pour ça que les entraînements sont longs pour pratiquer un peu cet aspect de concentration. Mais aussi, c'est normal un peu de perdre la concentration, mais c'est plus qu'est-ce que tu fais quand tu réalises que tu as perdu la concentration. Et c'est là, c'est bon d'avoir un genre de un cue. Ouais, un quelque chose qui va te faire commencer. Ouais, un cue. Ouais. Ouais. Un cue. Ouais, on sait c'est quoi des cues. Ouais, c'est ça, un cue pour te faire comme revenir à la focus, genre. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste un mot que tu penses ou ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est juste pour dire OK, je reviens parce que ça c'est en effet ça c'est l'essence de la course généralement puis la course à pied. Ouais, c'est le mental. C'est le mental, c'est de prendre la décision de souffrir plus longtemps. Et c'est juste ça. Alors, si on a un bon sens de où on est, ça nous aide à continuer de souffrir parce que la souffrance devient plus normalisée, plus comme équilibrée un peu, comme on s'habitue à vivre avec la souffrance. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça une grosse partie d'entraînement, je trouve, c'est de s'habituer à avoir la souffrance. C'est pas tant juste physiologique, tes muscles sont plus endurants, tout ça, c'est aussi ton mental, t'es habitué à la souffrance. Oui. Et tu sais, ça change rien. On a parlé beaucoup d'entraînement et comment ça fait rien les entraînements. On parle pas de VO2 max et tout ça, mais ça change pas les types d'entraînement qu'on fait. On fait des entraînements que, comme si moi je suis un coach qui gère des choses un peu comme ça, puis un autre coach qui dit non, il faut vraiment comme faire des VO2 max, mais les entraînements vont être la même chose. Mais c'est juste que moi je suis plus relax sur le pace exact, mais c'est un peu la même chose, le travail est le même. Yeah. Je voulais aussi savoir, j'avais une question de moi-même pour toi. Dans le fond, c'est quoi, t'es un coach universitaire, t'es un coach privé pour des personnes, des individuels, t'es un coach pour une école secondaire. C'est quoi les différences entre les tâches? Parce qu'on le réalise pas, mais t'as plusieurs types de coachs qui incluent des tâches bien différentes. Oui. Alors, comme coach privé, c'est plus ou moins tout ça en ligne. Alors, je gère ça avec des Google Docs, je mets le plan. Mais comme j'ai dit avant, je réponds aux courriels, j'encourage, puis je reçois des feedbacks des entraînements. Et j'essaie de l'aider un peu les athlètes dans leur travail de leur course ou n'importe quelle course qu'ils font, des marathons ou des autres choses. Pour l'équipe universitaire, c'est un peu différent aussi, mais c'est pas si différent que ça, c'est juste que le groupe est peut-être plus homogène, sur tout le monde, ils sont tous des athlètes, d'une même université. Alors ils sont comme un peu dans le même zone de la ville. Ouais, même bassin, tout ça. Puis il y a certains c'est un peu au hasard, je trouve ça, mais il y a certaines collectivités que nous sommes des Stingers, alors c'est un autre niveau de motivation, on pourrait dire. Et de faire partie de groupe de Stingers, c'est quelque chose de spécial, plus que c'est juste quelqu'un qui court. Ouais. Alors c'est ça. Alors je pense que on essaie de utiliser ça comme motivation, mais les entraînements sont pas trop différents. En effet, on s'entraîne ensemble avec le club. Le club, c'est un peu la même chose, mais un peu différent. Comme on n'a pas le même, comme, tu sais, encore, c'est nouveau. Peut-être éventuellement, oui, mais je trouve que il n'y a pas nécessairement un esprit d'équipe comme,
c'est comme rah EVM. Mais c'est toujours différent, je trouve, d'un club versus une équipe universitaire, tu sais. Oui. Équipe universitaire, t'as la jeunesse, t'as la fougue, Oui. tout le monde fait les mêmes courses, tu sais, t'as pas telle personne fait telle course puis tout ça. Fait que c'est normal. Oui. Alors le club, je trouve que c'est pas pour dire que le club n'a pas un esprit d'équipe, je trouve que oui, on a, et c'est très bon en effet, et on a d'autres aspects du club comme le groupe junior de Nicolas aussi, et le groupe son groupe de cégep. Qui font partie de notre club aussi, mais on n'est pas toujours connecté avec eux. Mais oui, c'est ça. Alors c'est un peu différent parce que là on est rassemblés, et là on est rassemblés vraiment par choix. Il y a personne qui a exigé de faire partie de l'athlétisme Ville-Marie. Alors si tu es là, c'est parce que tu as choisi d'être là, et oui, il y en a qui vont faire des courses plus courtes, comme Kurt va faire des 1500, puis Joël aussi, puis toi tu fais le marathon, puis tu sais, Aaron éventuellement peut-être marathon, mais peut-être il va faire un mois de 800 mètres cet été juste pour voir. Alors c'est un peu plus personnel, mais on rassemble le monde pour avoir on a parlé de ça avant, l'esprit un peu d'équipe dans l'entraînement, pour avoir d'autres personnes là, pour avoir la motivation comme de sortir de chez nous à 5h30 en hiver quand ça fait noir puis c'est trop froid, etc. Alors c'est un peu ça. Mais mes tâches à moi, c'est entre universitaire puis club, c'est pas si différent que ça, sauf que peut-être avec le club c'est un peu plus individualisé, mais en ce moment c'est peut-être parce que j'ai eu seulement, là, ça fait 6 mois avec l'équipe de Concordia, alors je leur connais pas trop encore, mais là, on fait des plans pour l'été, puis pour l'année prochaine, puis l'année prochaine, l'équipe universitaire va être un peu plus individualisée, je crois. On va voir. Et aussi, il y a les tâches plus administratives, comme le club, c'est Jim et moi qui l'a fondé, alors c'est comme ça tombe à nous de faire toute l'administration, ou de trouver des autres gens qui veulent le faire. Alors on a une comptable, Chantal, qui fait un très bon travail parce que nous sommes pas très bons à gérer nos affaires, Jim et moi. Alors on lui donne tous nos papiers and we're like go. Alors on a beaucoup il faut répondre elle a beaucoup de questions de nous. Alors ça prend un peu de temps, c'est un peu différent. À l'université, c'est assez bien géré. J'ai un genre un manager gérant, Simon Driver, qui était le coach avant. Et lui s'occupe un peu plus du côté administratif. C'est ça. Fait que normalement, un coach ferait ça, mais là, vous avez comme un peu séparé. Lui, c'est plus, il fait le côté administratif. Mais aussi, c'est pas une très grande équipe, alors il n'y a pas beaucoup d'administration à faire. Mais dans une plus grosse équipe, c'est quand même de la job. Oui, c'est ça. Comme, moi, j'ai cette expérience-là. J'étais gérant d'équipe pour l'équipe canadienne au Jeu de la francophonie. Alors, c'était 70 personnes, en Afrique. Ouais, parmi ça, là. C'était beaucoup de spécial. Ouais, je trouve que honnêtement là, je crois que j'ai l'expérience, les outils pour gérer comme n'importe quelle équipe là, parce que là c'est vraiment tout ce qui pourrait arriver. Comme quoi? Par exemple, on était au match de soccer, le final, puis il y avait un émeute de je sais pas pourquoi, ou juste pour. Ah oui, je pense que c'est parce qu'il y avait pas assez de place. Dans le fond, le match était gratuit. Le monde avait campé la nuit, puis il y avait pas assez de place. Alors, il y a des émeutes, des bombes de lacrymogènes. Lacrymogène? Oh, like cocktail Molotov. Ouais, c'est ça. Des briques, j'avais entendu. Ouais, des briques, il y avait des taux, il y avait des what's it called, like when you cry? Ouais, du tear gas, du gaz lacrymogène. Ouais, c'est ça. OK. Tear gas, puis et alors là, il fallait prendre la décision, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part? Puis là, on décidait, OK, on va partir à demi-temps, puis on est parti, puis on attendait le bus, puis là, c'était pas plus sécuritaire là où on attendait. Mais finalement, tout a bien été. Mais on voyait, il y avait des athlètes qui étaient comme un peu comme, ils étaient peur. Et c'est avec raison. Ouais, avec raison. Et comme gérant, puis comme entraîneur, puis moi, je dirais que c'était pas juste moi et que tu connais l'entraîneur Alfredo de McGill et de Saint-Laurent-Lac. Lui était là, et Rachid aussi de Saint-Laurent-Lac, puis ils sont des bons gars, puis et un autre gars de Brett Lumley de Windsor. Alors, on a une très bonne équipe d'entraîneurs. Alors, c'était facile avec eux parce que c'était vraiment, on se réunissait. Moi, c'était moi et Alfredo puis Marc
Marc-Antoine Doré, qui est un physio de Sherbrooke. Je sais pas si tu le connais, mais anyway, on pourrait se réunir comme assez vite puis prendre des décisions. Puis c'était vraiment une bonne groupe de leadership là. Ouais. Ça c'était facile, mais juste l'expérience c'était un peu comme wow. Beaucoup d'athlètes à gérer. Ouais, beaucoup d'athlètes à gérer. Visas, Et aussi, ça. tout le monde était malade un certain temps. Comme, Ouais. on avait ça. Moi aussi, je l'avais pour quelques jours. Je sais pas comment on appelle ça, Le gastro? le gastro, Ouais. mais, whatever, gastro. That's good enough. Ouais. Oui, le visa aussi. Moi, il faut que j'allais à Ottawa au ambassade de Côte d'Ivoire pour, comme, chercher les visas, puis les athlètes fallait comme envoyer leur passeport par la poste, et moi je les récupérais puis les redonnais, puis c'était comme il y avait alors c'était vraiment beaucoup à gérer. Alors là l'équipe universitaire à Concordia, c'est comme yeah, whatever. C'est facile. C'est ça, c'est de la pas petite bière après. ouais, c'est pas trop compliqué du tout. Ouais, puis l'équipe secondaire, comme j'ai parlé, j'ai une école aussi qui est mon assistante, mais aussi Jamie Bolduc qui est en charge de le programme d'éducation physique et des équipes. C'est elle qui m'a recruté un peu pour dire, parce que moi j'ai offert un peu mes services au GMA, la région scolaire anglophone de Montréal. Ouais. Comme entraîneur, s'il y avait une équipe qui voulait, parce que moi je voulais faire plus, comme je voulais être entraîneur de sprint et de saut et tout ça, mais c'est sûr que je vais commencer avec les universitaires ou les experts, les pros là, c'est pas. Ouais, faut que tu commences en bas. Ouais. Alors et j'ai offert, puis elle voulait bâtir un programme de sport à cette école-là. C'est une culture qui est en croissance, c'est un peu nouveau, et c'est une école privée avec beaucoup d'athlètes internationaux. Alors ils ont pas non plus, même le culte de sport nord-américain qu'on a, c'est pas tout le monde qui a ça dans leur groupe d'élèves, alors c'est un peu différent. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire par nord-américain? Mais il y a beaucoup d'étudiants chinois, ouais. Et c'est un peu comme pas la même chose, comme tout le monde fait les sports, genre ils sont pas comme habitués. c'est plus rare là-bas en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est pas qu'ils sont pas sportifs, c'est pas ça, c'est juste que, et aussi je pense que c'est un peu, c'est pas parce qu'ils sont chinois, c'est parce qu'ils sont ils viennent ici, et c'est leurs parents qui ont déménagé ici pour le travail. Alors ils sont juste des adolescents, ils sont là, puis ça c'est leur nouveau réalité. Alors c'est juste comme it's a bit discombobulating pour eux, mais un peu débalancé. Ouais, débalancé, mais c'est vraiment une bonne groupe, et c'est sont vraiment gentils, comme j'ai dit. Il y a quelques gars, mais c'est plus filles. C'est une bonne groupe, et on a des bons athlètes, comme ils sont assez pas experts, mais ils savent comment faire les épreuves, et d'autres qui sont très débutants. Alors c'est un bon défi de balancer ça, mais encore une fois, moi je coach. J'ai pas d'administration à faire, c'est Jamie qui fait les inscriptions. Nicole gère un peu comme l'équipement qu'elle apporte de l'école. Alors c'est vraiment facile comme ça. Fait que t'es un peu chanceux, parce que souvent il y a dans d'autres endroits tu fais tout. Oui, c'est pas normal. Normalement, l'entraîneur est vraiment en charge. On dit ok, tu veux entraîner l'équipe, ok, go, et tu fais tout ça. Mais tu les inscris aux courses, tu vas faire signer les parents pour si puis oui. Alors c'est bon comme ça. Oui, il y a les permissions des parents, c'est pas moi qui touche ça. Ça peut être long à collecter des fois. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant pour moi aussi, parce que j'ai parlé au début de mon expérience en secondaire avec beaucoup d'entraîneurs, mais tous les entraîneurs étaient des enseignants dans l'école. Alors ils étaient là comme toute la journée. Mais là pour moi c'est différent, parce que moi je rentre là, et c'est bon d'avoir convaincu Nicole de travailler avec nous, parce que là elle peut être là à chaque jour, puis elle fait les entraînements aussi un peu, alors elle peut avoir cette comme, je veux donner cette expérience de comme les athlètes voient l'enseignant qui fait les entraînements. Moi parce que les sprints c'est un peu plus technique, alors c'est plus difficile pour moi de le faire, parce que je peux faire des démonstrations, mais je veux pas faire les drills et tout ça, parce que je veux vraiment les regarder. C'est différent que la course à fond un peu. Je voulais savoir aussi en tant que coach, c'est quoi l'importance que tu accordes au camp d'entraînement? Parce que je sais que c'est un peu... En généralement ou en altitude ou... Tout.
OK. Ouais, je pense que c'est bon pour un athlète qui a un certain niveau. Donc, un niveau assez élevé. Oui, parce que on a parlé des différentes choses qu'on a besoin pour s'améliorer. Alors, si on s'améliore le volume, on court de plus en plus, mais il y a certains moments que notre vie quotidienne ne peut pas supporter plus de volume. Ouais. Alors, un camp d'entraînement, c'est une façon de courir plus. Donc, tu trouves que c'est vraiment ça l'aspect du camp d'entraînement qui est le plus important? Bon, non, c'est une chose. Une chose? OK. Ouais, première chose. OK. OK. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est en lien avec ça, c'est la récupération. Alors, même si on fait le même volume, mais on prend un petit sieste l'après-midi, on dort plus tard, c'est tout ça peut s'améliorer aussi. Même si on change pas l'entraînement, on fait le même entraînement, mais avec plus de récupération, ça peut avoir des bons effets. Ouais, ça, je m'en souviens quand vraiment tu me disais, fais des siestes. Oui, ça faisait partie de l'entraînement même de faire des siestes. Oui, non, mais c'est vraiment, vraiment important. Et surtout en altitude. Oui. Alors, l'altitude, c'est une autre chose. Alors, si on a comme maxé notre volume au sea level, c'est au niveau de la mer, l'altitude peut avoir des effets positifs, mais c'est pas du tout, un fait accompli que courir à l'altitude, ça donne des bénéfices à tout le monde. Mm-hmm. Il y en a qui sont pas des adapters, genre. Et du monde qui s'adapte pas vraiment à ça puis qui vont pas vraiment avoir les bénéfices. Oui. Mais les bénéfices de l'altitude, les bénéfices physiologiques, ils s'accumulent aux autres bénéfices. Alors, je dirais que même si tu trouves que tu es quelqu'un qui ne s'adapte pas à l'altitude, c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose d'y aller. Parce qu'on a alors l'opportunité de courir plus, l'opportunité de se récupérer plus. Mais aussi, l'aspect, normalement, on fait ça en groupe. Et juste le fait d'être en groupe, en équipe avec des autres coureurs qui, comme un peu connaissent ta situation. Parce que, comme par exemple pour toi, pour Mélanie, oui, on court en groupe, on court avec le club, mais pour elle, c'est plus facile parce qu'elle a des gars autour d'elle un peu. Mais pour toi, des fois, comme tu te trouves tout seul. Et pour avoir des autres pour courir avec, pour te pousser encore plus, c'est rare. Alors, cette expérience-là, c'est bon pour toi pour avoir des autres, comme je me rappelle l'entraînement qu'on a fait à BYU là avec que tu suivais Yves puis Charles wasn't there. Mais quand au début oui, mais après anyway, Yves et Guillaume Wallet. Et Guillaume et tout ça, et juste le fait de leur suivre et d'être là, c'est sûr que tu as fait cet entraînement là comme quelques secondes plus vite que tu l'aurais fait tout seul. Ouais. Et c'était intéressant parce qu'on faisait des entraînements. Tu faisais des entraînements à l'altitude, mais les paces c'était plus ou moins les paces normales. C'est impressionnant. Alors ça aussi, on peut voir que ok, même si on fait les mêmes paces, mais on fait à l'altitude, ça donne confiance aussi. Et tu sais que l'entraînement, la course après à Portland, c'était comme mais après à Québec, t'as fait un très bon 5000 mètres. Mm-hmm. Alors c'est ouais, mais c'est intéressant parce que ça va un peu les bénéfices que tu trouves au camp d'entraînement, j'ai l'impression que c'est pas les premiers bénéfices auxquels les gens pensent souvent. Mm-hmm. J'ai l'impression que souvent les gens, la première chose moi-même à laquelle je pensais, je me disais un camp d'entraînement, tu vas avoir une bonne température, donc ça te permet mais ça te permet de courir, d'atteindre tes temps puis tout ça. Mais j'ai l'impression que les bénéfices que tu vois plus, c'est d'un, tu sors de ta vie quotidienne, donc tu as le temps de te reposer. Tu as le temps de récupérer, de faire des siestes, tout ça. Et aussi, tu peux t'entraîner avec du monde de ton niveau. Quand t'es au camp d'entraînement, quand t'es à un certain niveau élite, ça peut être plus difficile. Et donc, je trouve ça intéressant parce que souvent, les gens vont juste penser au fait, là, tu peux faire encore plus d'entraînement que d'habitude, puis tout ça, mais tu as l'air de plus dire, faut pas trop pousser non plus. Ça dépend. Parce que il faut aussi penser à la long terme puis la progression. Comme Mel va aller à Flagstaff, ça va être sa 3e sortie à l'altitude. Alors, c'est sûr que c'est différent que la première fois. Et c'est différent que la dernière fois aussi parce que c'est différents temps de la saison. Là, elle s'entraîne plus spécifiquement pour le marathon. L'année passée à Utah, c'était plus pour le 5000, 10 000. Mais oui, le climat aussi, comme si on part en hiver, on évite
quelques semaines de neige et de froid. Mais tu penses pas que la neige, le froid, oui, tu vas courir plus lentement, mais tu fais autant d'efforts? Oui, mais c'est juste moins plaisant que de courir au soleil. Ah ouais, c'est sûr, mais côté plaisant, c'est pas ça l'aspect le plus important dans le fond. Un peu, tu dirais, parce que ça te permet de peut-être plus pousser. Non, mais c'est important. C'est important parce que c'est un peu comme, ça peut être l'un ou l'autre, comme si on peut dire que oui, j'ai passé l'hiver à s'entraîner dans la neige, puis c'était froid, puis là, je suis plus fort. Ouais, je suis plus fort. Ouais. Mais aussi, on peut dire que oui, mais moi, j'ai fait un camp d'entraînement, j'ai fait plus de volume, j'ai fait plus de qualité, je me sens vraiment confiant, et j'ai un bon tan, puis ça, OK. Non, mais ça peut être bon des deux directions. Dans les deux sens, c'est ça. Ouais. Mais dans le camp d'entraînement, ce que tu vas en chercher, c'est le repos. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Pour les athlètes qui sont comme toi puis comme Mélanie, comme semi-professional, puis ils ont des exigences en dehors de la course ici à la maison. Oui. C'est ça devient de plus en plus populaire, je crois, avec les Américains, les pros américains. Ils sont comme pros quand même, mais ils vont en camp d'altitude. Alors pour eux, ça doit être différent parce que leur jour à jour, c'est assez axé sur l'entraînement et déjà là, ouais. Déjà. Mais il y a beaucoup de choses. C'est un peu comme on parlait avant de comme les différents aspects de l'amélioration et pourquoi est-ce qu'on a eu ce résultat. Il y a trop de facteurs pour vraiment dire que c'est juste ça. Ouais. Dernière question avant de conclure ce podcast. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir entraîneur? Par où commencer, puis c'est ça, des gros points, des points clés. Ouais. Alors, mon job mon vrai job, c'est je suis le gérant de le développement des entraîneurs pour Athlétisme Canada. Alors, c'est un peu ça mon jour à jour que je pense à ça. Ouais. Je pense que, en général, oui, le programme de PNCE est très bon mais c'est juste une base. Alors, suis les formations de PNCE, fais les évaluations et certifications, mais ça, c'est juste... PNCE, c'est quoi pour c'est le Programme national de certification des entraîneurs. OK, donc de faire suivre les formations. Ouais, formations, mais ça, c'est juste la base. Ouais. Ça, c'est vraiment juste pour commencer. Ouais. Après ça, ou même pendant ça, ou même avant ça, il faut coacher, et il faut pas être peur d'expérimenter. Ouais. C'est sûr que, pas avec des choses illégales, mais d'essayer des choses. Mais il faut toujours être comme à l'écoute des athlètes. Ouais. Tu sais, entendre les athlètes, puis c'est un équilibre entre leur donner ce qu'ils veulent puis leur donner ce qu'ils ont besoin. Et on peut juste savoir c'est quoi l'équilibre en essayant certaines choses, puis des fois on va faire des fautes. Il faut faire des fautes dans la vie. Mm-hmm. Et ça, c'est la chose que comme entraîneur, on est vraiment peur de ça parce que je sais pas si si tu penses comme ça, peut-être c'est juste moi comme entraîneur, mais comme si l'athlète a du succès, c'est le succès de l'athlète. Mais si l'athlète a failli de quelque chose, c'est sur l'entraîneur. Souvent on entend dire ça. Ouais. Alors, alors ça, je pense que ça donne un peu aux entraîneurs un peur d'expérimenter, un peur d'essayer des choses parce que si ça va pas. Et aussi parce que comme tu sais, je veux de faire un entraînement comme crazy weird, puis tu te blesses, puis là c'est ton objectif qui est cassé. Ça c'est sur moi. Je veux pas faire ça, mais c'est bon d'expérimenter comme peu à peu. Ouais. Ou même sur toi-même, comme au début quand j'étais aussi coureur, je faisais toutes les choses comme moi-même en premier. Je courais, puis je sais, ok, si je veux faire cet entraînement de comme 10K pace, marathon pace, je vais faire pour comme savoir comment c'est un athlète qui court ça. Est-ce que c'est trop difficile, whatever. Puis comme ça, c'est la chose, je crois, c'est le plus difficile maintenant, c'est de ne pas penser que c'est comme juste un spreadsheet et de me rappeler que c'est pas juste comme une progression linéaire des chiffres, c'est vraiment comme les athlètes doivent faire ça et ça va être difficile. Oui. Alors juste penser à ça et penser à les aspects plus soft skills, émotionnel, communication,
Ça, c'est la chose qui est plus importante, c'est la communication. Et, Ouais. et de lire beaucoup, d'apprendre beaucoup, parler avec d'autres entraîneurs, ça c'est très important. Moi, j'aime parler avec Félix Antoine, avec Dave Scott Thomas, avec Sam Marion. Ce sont des gars avec Jim. Sont des entraîneurs qui sont vraiment, qui aussi pensent toujours à s'améliorer et à savoir comme c'est quoi la prochaine étape. C'est sûr que quand un entraîneur vient et dit que, OK, ça c'est mon système, c'est comme ça que ça marche, ça a marché pendant, 20 ans, ça va pas changer. Mais c'est peut-être un entraîneur qui va perdre des athlètes et qui pas va la meilleure pas avoir... approche. Faut s'adapter. Oui, c'est ça. Et c'est sûr qu'une approche comme ça va avoir un certain succès, va avoir des athlètes pour qui ça va bien fonctionner, mais si on n'est pas flexible, on se limite le succès, je crois. Mm-hmm. Donc, c'est ça, un thème qui revient beaucoup, c'est ça, c'est vraiment on deal avec des humains. Oui, puis c'est ça. Vraiment de communiquer avec eux. Puis souvent, des fois, j'ai l'impression que j'ai eu des expériences dans le passé que comme il y avait moins de communication. Puis là, toi, je sais, je t'envoie un message Facebook, un courriel, je vais avoir une réponse quasiment dans l'heure, là, 90% du temps. Puis ça, j'ai l'impression que beaucoup d'athlètes, ils apprécieraient ça aussi souvent de leur coach. Donc, c'est ça, de pas avoir peur de perdre un peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coachs qui veulent avoir cette allure de figure d'autorité. Un peu. Puis j'ai pas l'impression que c'est, tu sais, oui, t'es quand même une figure d'autorité, je vais pas te contredire, je vais rarement te contredire à moins que c'est quelque chose de moi, comme, que tu me dis, tu devrais bien te sentir, puis je suis comme, non, je me sens pas bien. Mais à part de ça, tu sais, je vais quand même pas te contredire si tu me dis ça, c'est un bon entraînement. Mais c'est ça, c'est pas comme, c'est un peu, il y a des types d'enseignement, il y a comme authoritative, puis comme, on voit que c'est pas nécessairement, tu veux avoir une petite affaire de ça, mais tu veux pas faire peur à tes athlètes. Puis mais il y a certains qui ils ont peur de perdre le contrôle, j'ai l'impression. Ouais. Mais ça revient à la question de Ludovic là, est-ce qu'on change le style? Le style ne change pas nécessairement, mais l'approche individuelle ça va changer. Entre chaque athlète. Ouais. Et aussi, il y en a des athlètes qui veut ça, comme notre ami Kazi, lui, il veut plus d'encadrement. Il veut être poussé plus, comme si, je pense que pour lui, il aimerait plus que je dirais, Kazi, you gotta work harder. Faut que tu travailles plus dur, là. Mais pour lui, c'est ironique parce que lui est le travailleur il travaille. Ouais, c'est ça. Lui, il est toujours en train de le travail, c'est pas son faiblesse, lui. Mais il veut ça le faire encore plus, parce que c'est ça qui, mais, qui valorise. Alors c'est ça, j'ai pas vraiment j'ai pas besoin d'être de figure d'autorité nécessairement. Des fois, ça serait cool si je pourrais juste dire comme, OK, fais ça, puis les athlètes le feraient, puis tu allais bien, mais c'est pas comme ça. Mais tu vois que si t'obtenais ça, t'aurais eu des pertes à d'autres endroits si t'avais ça, c'est parce que peut-être qu'ils ont peur de te dire, je me sens pas trop bien aujourd'hui, ou puis ça, tu veux le savoir. S'il se sent pas bien, tu veux pas nécessairement qu'il se pousse à 100%, mais. Ouais, exactement. What was I gonna say? Oui, il y a une expression que j'essaie vraiment d'éviter, c'est de dire mes athlètes. Et c'est quelque chose que c'est pas mauvais, tous les coachs disent ça, mais j'essaie de ne pas dire mes athlètes parce que ce sont pas mes athlètes, ce sont pas mes possessions, c'est les athlètes que j'entraîne. Et mon rôle, c'est de leur aider dans leur cheminement d'athlète et de sport. C'est pas, oui, je suis très fier quand vous avez du succès, toi, Emile, puis tout le monde d'autre. Puis tu peux prendre quand même un peu de crédit de ça. Oui. Je peux prendre le crédit, mais je veux prendre le crédit qui est approprié. Et alors c'est ça. Alors moi, j'essaie d'éviter ça. C'est peut-être d'autres entraîneurs vont prendre ça un peu comme un critique, mais c'est juste parce qu'ils ont peut-être pas pensé à ça, mais moi j'ai pensé à ça que j'aime pas dire mes athlètes parce que c'est pas c'est des humains, c'est pas des possessions. Ben merci beaucoup d'être venu au podcast. On va arrêter ça là parce que là on merci pour m'avoir invité. C'était une grande joie et j'espérais vraiment avoir cet appel pour venir. Alors
Être 6e, c'est correct, c'est bon. 6e. Je sais, premier coach. Je sais, premier je sais, entraîneur. ok, premier coach. Mais je sais pas Mel. Je sais Mel est number 1, alors c'est correct. Mais c'est ça. Puis dans le fond, pour nos auditeurs, dans le fond, si vous aimez le podcast, on vous invite à vous inscrire sur iTunes ou sur tout ça, nous donner des reviews, donc votre avis, et abonnez-vous sur YouTube et tout ça, et n'hésitez pas à donner vos commentaires par rapport à des sujets qu'on a discutés, si vous en pensez autrement. Ça va nous faire plaisir de débattre avec vous. On aime ça. Nous autres, on aime quand même beaucoup ça débattre. Nous autres, on est des argumenteurs. Souvent, on argumente sur plein de sujets, mais... Ouais, on n'a même pas parlé de nutrition. Non, c'est ça. On n'a pas parlé de nutrition, puis de véganisme, puis d'environnement, puis tout ça, mais ça se fait toujours dans le respect puis bon, en tout cas, c'est ça que j'aime un peu, c'est quand dans le fond toi t'as fait le droit aussi, c'est ça, t'as fait le droit, et donc on voit aussi des fois cet aspect-là de souvent challenger nos vues, mais ça se fait toujours dans le respect, donc c'est bien plaisant. Mais cool. C'est ça, mais merci beaucoup.